Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal. Dans l'actualité ce soir, les cocottes gessiennes s'adaptent comme tous les restaurants dans nos départements. L'établissement situé dans le pays de Gex est soumis au couvre-feu. Il attend bien sûr les prochaines mesures avec une certaine inquiétude. Et puis, suite de notre série consacrée à Ceforest, installée dans le bassin annécien depuis plus de 30 ans, l'entreprise se bat pour son activité espace vert alors que la concurrence est rude. Précision à suivre. Nous l'avions rencontré au mois d'avril pendant le confinement. Nous avions retrouvé le propriétaire du restaurant Les Cocottes Gessiennes au mois de juin alors qu'il rouvrait son établissement. Aujourd'hui, et après une saison d'été plutôt réussie, il s'adapte en espérant trouver des solutions lui permettant d'assurer la pérennité de son établissement. Reportage de Jean-Paul Crespi. Après de longues semaines de fermeture au printemps et un lent retour progressif à la normale cet été, la réapparition de l'épidémie de Covid-19 et les nouvelles mesures annoncées sont venues malmener son optimisme prudent. L'instauration d'un couvre-feu et la fermeture de son restaurant à 21h lui imposent désormais de revoir ses habitudes et ses services et d'imaginer d'autres prestations pour une clientèle qui doit elle aussi s'accommoder de la situation. On ne subit plus, on réagit par rapport à notre personnel déjà, parce que moins d'heures par rapport à l'organisation, ce qu'on va faire à manger, est-ce qu'on va réduire la carte, est-ce qu'on fait encore des plats du jour, parce que là on va vraiment être à flux tendu, donc on va vraiment moins acheter et on va faire avec les moyens du bord. En tout cas pour moi c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je vais travailler, c'est sûr. On nous demande tous les jours des nouvelles, est-ce que ça va, comment... En fait ça devient... Maintenant il n'y a que ça dans la bouche des gens. Le Covid, on vous parle, vous arrivez à table, alors comment ça va, comment vous en sortez? Alors moi des fois je change de conversation, je raconte une blague histoire que voilà, parce qu'on est formaté à ça de toute façon maintenant, tout le temps. On est formaté au Covid. Si le service de milieu de journée reste inchangé avec une clientèle fidèle et soucieuse de déjeuner dans le respect des règles sanitaires en vigueur, le chef doit quant à lui avancer son service de fin de journée à 17h30 et adapter sa carte. Une réflexion nécessaire pour maintenir une activité qui doit lui permettre de franchir cette nouvelle épreuve. Maintenant, je la prends avec philosophie parce que finalement, on a l'impression que ça devient une habitude en fait. On nous a fait le coup une fois, on en fait le coup deux fois, on nous annonce jusqu'à 2021. Voilà, donc au moment X, il faudra être prêt quoi qu'il en soit. Peut-être qu'on va devoir fermer bientôt là avec les nouvelles annonces. À 19h, confiné le week-end, ou soit confiné par département, ou ci ou là. Donc où on va, je ne sais pas, mais en tout cas on va droit dedans et malheureusement on va devoir faire avec et juste faire ce qu'on nous demande. Hein. Dès demain et par obligation et en parallèle d'un service à l'assiette jusqu'à 19h45, le chef va développer de nouvelles pistes, comme la vente à emporter et les livraisons de repas à domicile. Une alternative par obligation sans savoir réellement si sa clientèle de soirée répondra à sa nouvelle offre, tout en redoutant un nouveau confinement. Et en Haute-Savoie, une dizaine de restaurateurs et tenanciers de bars ont engagé un référé liberté mardi 27 octobre contre l'arrêté préfectoral contraignant les débits de boissons à fermer totalement. Un référé liberté, c'est une demande que l'on peut faire auprès du tribunal administratif en cas d'urgence si on estime qu'une décision porte atteinte à une liberté fondamentale. Affaire donc à suivre. 250 étudiants supplémentaires ont été accueillis cette année à l'IUT de Chambéry. L'établissement a élargi sa capacité d'accueil dans 2 de ses filières grâce à la construction d'une 4e aile, salle de classe, laboratoire, amphithéâtre. Le nouveau bâtiment fait au total 2200 mètres carrés. Cofinancé par le département, la région et l'État, il a coûté près de 6 millions d'euros. Lorena Bordiec a assisté à son inauguration. Elle a recueilli les propos du directeur de l'IUT. On l'écoute. Donc cette 4e, elle répond à un besoin de former les jeunes au métier de demain, donc dans 2 secteurs d'activité, à savoir le packaging et dans le secteur d'activité du bâtiment. La mise à disposition de ces nouveaux espaces nous a permis d'agrandir, d'augmenter nos capacités, donc de doubler la capacité d'accueil, notamment dans le département génie civil. Donc on était avec 28 places pour plus de 1000 candidatures,
sous Parcoursup. Donc on a pu monter à plus de 56 aujourd'hui et répondre comme ça. Il y a une spécificité également sur génie civil, c'est que la deuxième année peut être réalisée pour une partie de la classe en alternance. Donc on a la moitié de la promotion aujourd'hui, sur les 56, on a à peu près la moitié en formation initiale et la moitié en alternance dans des entreprises du territoire, donc nos partenaires. C'est-à-dire que les financements de l'IUT sont pour partie alloués par l'État via l'université. Donc on a une dotation de fonctionnement et une dotation d'investissement chaque année qui est évolutive. Et puis on essaye de développer des ressources propres qui sont tout simplement des ressources liées à l'activité que l'on mène avec les entreprises au niveau, je dirais, du développement des nouvelles filières. Notre série de la semaine est dédiée à Ceforest, une entreprise d'insertion qui connaît une importante mutation depuis quelques années. Le service des espaces verts représente un tiers de ces équipes, des équipes qui doivent transmettre leur savoir-faire tout en se défendant sur un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de l'activité repose sur les appels d'offres. Explication de Fanette de Buisson. Il y a plus de 30 ans, Ceforest, c'est avant tout une équipe de bûcherons. Petit à petit, l'activité est abandonnée au profit de l'entretien des espaces verts. En 2020, le service de 27 personnes s'est étendu à la création paysagère. L'entreprise a ainsi conçu l'ensemble des espaces végétaux de l'écoquartier des Passerelles à Crangevrier. Une fierté pour le responsable du service qui emploie 5 personnes en insertion. Un peu plus loin, à Argonnet, dans ce nouveau quartier, les équipes ont aussi créé et aménagé l'ensemble des espaces verts. On a 10 équipes aujourd'hui. Et donc on a 5 équipes qui font que de l'entretien, essentiellement de la tonte, de la taille. On a une équipe aussi, 2 équipes qui font de l'élagage et du fauchage et 3 équipes qui font de la création. On est différents, hein, on fait du paysage mais avec une vocation à faire du social aussi parce qu'on fait la réinsertion. Donc c'est vrai que pour certaines personnes qui ne comprennent pas trop ce que c'est que la réinsertion, souvent ils ont un côté un peu péjoratif, hein, alors que finalement la réinsertion, ma définition personnelle en tout cas pour moi avec l'ancienneté que j'ai dans cette entreprise et ce que j'ai pu voir avec le fil des années, c'est que ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. On est là pour donner la chance à des personnes qui à un moment donné dans leur vie auraient eu un accident de parcours, de pouvoir justement réintégrer une entreprise et remettre un peu le pied à l'étrier pour reprendre après une activité normale, tout simplement. Nous on est là pour ça. Notre mission en tous les cas avant tout c'est ça. Après, moi je considère que nous aujourd'hui nous sommes quand même des gens du paysage. Des personnels en insertion, des stagiaires, des apprentis, le travail de transmission est ici essentiel. Guy, chef de chantier, est chez Ceforest depuis plus de 20 ans. Il faut avoir le côté déjà professionnel. Donc moi j'avais déjà une expérience d'une vingtaine d'années auparavant, dans différentes, toujours en espace vert. Et ensuite c'est d'arriver à transmettre le métier, puis le fait de travailler. Toujours dans le bassin annécien, une autre équipe entretient les terrains municipaux à Crangevrier. Arrivé il y a 8 mois, Ibrahima se forme au métier. On fait ça, des broussailles, comment ça s'appelle, taillage, tout ça là. On fait que ça. C'est difficile mais ça va. Tu sais, si tu aimes le travail que tu aimes, ça, même si c'est difficile, mais bon, ça va. Son contrat d'insertion prendra fin dans 2 mois. Lui a choisi de se réorienter vers le métier de la sécurité. Quelques-uns seront embauchés par la concurrence. Dans le secteur paysager, la demande est forte. Pour poursuivre son développement, Ceforest a décidé de renforcer son savoir-faire en matière de gestion plus respectueuse de la nature et espère bien y faire sa trace, toujours en faisant confiance aux jeunes pousses. Et demain, dans le dernier épisode de cette série, nous changerons de secteur. Direction la logistique du centre hospitalier Annecy-Genevois, géré en grande partie par ses équipes de Ceforest. On reste dans la région annécienne avec une entreprise atypique cette fois, qui développe depuis une trentaine d'années des fusils de haute précision. Ils équipent principalement les forces militaires spéciales françaises et étrangères. Un marché de niche de haute technologie que Jean-Paul Crespi a découvert dans les ateliers d'assemblage de PGM. Reportage. Dernier concepteur et fabricant de fusils de très haute précision, PGM Précision perpétue une tradition armurière et un savoir-faire made in France. Fournisseur des forces armées françaises et de plusieurs unités d'élite étrangères, les différents éléments des fusils du catalogue de l'entreprise sont fabriqués en Haute-Savoie. Une proximité qui garantit la maîtrise de la qualité mécanique des fusils tout au long de leur fabrication. Depuis 1991, date de création de l'entreprise, et au fil des années, la société s'est développée et propose aujourd'hui 5 modèles de fusils, des modèles pour le tir de précision et le tir de longue distance, de 100 à 2000 mètres.
ce sont des fonctionnements mécaniques. Le système d'armes à répétition manuelle, c'est un système aujourd'hui qui est en tout cas efficace depuis la fin du 19e siècle, avec notamment le système Mauser. Et aujourd'hui, on n'a fait qu'améliorer ces systèmes, que ce soit en fonctionnement ou en précision. Toutes les armes conçues et développées dans le bureau d'études de l'entreprise sont uniques et doivent répondre régulièrement à des cahiers des charges spécifiques. Conception assistée par ordinateur et logiciel de simulation structurelle, toutes les pièces possèdent une tolérance de 2 centièmes de millimètre afin d'assurer un montage sans ajustage et une interchangeabilité totale des pièces tout au long de leur vie. En 2019, l'entreprise a signé un important contrat avec l'armée française pour revaloriser les armes livrées en 1995. Il y a progressé au niveau de la formation des tireurs, de leur entraînement, comme des athlètes de haut niveau. Le fusil devra être plus précis, plus léger et tirer plus loin. Sa capacité à tirer plus loin, c'est-à-dire qu'on devra avoir une balistique qui permettra de garantir un coup au but intrinsèque, toujours plus loin. Des armes laser, sans doute un jour. Marché de niche, entreprise atypique, PGM Précision a vendu depuis sa création en 1991 plus de 8000 armes dans le monde, dans plus de 45 pays. Et chaque année, les ateliers assemblent quelques 350 modèles du calibre 7,62 au calibre 12,7, d'un poids compris entre 8 et 17 kg. Une fabrication et une vente étroitement surveillées par les autorités françaises, même si l'un des fusils proposés par l'entreprise est destiné au tir sportif. 12 jeunes originaires du bassin chambérien ont suivi une formation pour devenir cadets de gendarmerie. Escalade, tir, apprentissage de la formation des rangs, ils ont participé à plusieurs ateliers pour peut-être découvrir leur vocation. Aude Frappin et Lorena Bordiec les ont suivis le temps d'une matinée à la caserne de gendarmerie de Pontcharrat. Reportage. Apprendre à se dépasser. Ces 12 cadets de gendarmerie âgés de 16 à 18 ans ont passé leurs vacances de février et de la Toussaint à la caserne pour connaître le métier de gendarme et ses valeurs. Ils auront au cours de cette semaine découvert ce qu'on pouvait faire en gendarmerie. Alors bien sûr, il y a la découverte de l'armement, qui est toujours un sujet d'intérêt pour des jeunes, mais pas que. Il y a des parcours d'obstacles qui ont été programmés, c'est pour découvrir le dépassement de soi, le goût de l'effort, savoir aussi qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Parce que des fois il faut être à deux, il faut s'entraider pour franchir ces obstacles. Un véritable engouement pour certains qui se reconnaissent dans les valeurs transmises par les gendarmes lors de ce stage. L'engagement, c'est être prêt à se donner pour les autres, à prendre du temps et à sacrifier sans attendre forcément en retour. Alors on a eu la chance de découvrir plein de métiers de la gendarmerie. Là en début de semaine par exemple on était au PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne, qui ont un hélicoptère, qui ont des moyens très importants. Donc là c'était la partie secourisme. On a aussi vu plus la partie commandement au Korg de Chambéry-Les-Hauts. Donc là où ils dispatchent les unités, on a vu de la brigade et en fait il y a une découverte de ces métiers. Et en plus de ça, il y a une application pratique. Aujourd'hui par exemple, on fait de l'escalade, on fait du franchissement. J'ai cru comprendre qu'on allait faire un peu de tir avec des munitions simulées aussi. Je venais vraiment pour découvrir parce que ça m'intéressait et donc ouais, je me suis dit que ça pouvait peut-être m'apprendre des choses sur la gendarmerie et sur moi-même. Ça a été un peu le cas. Mais ouais non, c'était plus par rapport à ça et je dirais quand même pas que c'était une vocation, mais ça m'intéressait vraiment. Au-delà des valeurs de la République, cette période de stage a été pensée pour apprendre aux jeunes à avoir plus confiance en eux. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Un atout pour leur futur, que ce soit dans leur vie personnelle, professionnelle ou pour leurs études. Et la rigueur qu'ils apprennent avec la gendarmerie, ils peuvent aussi la réinvestir dans leur travail. La rigueur, le sens, la motivation. Pour moi, c'est un bon moyen pour eux de réussir leur scolarité et du coup d'aider aussi leurs camarades à réussir la leur, même s'ils ne sont pas dans le dispositif. Après cette première édition des cadets de la gendarmerie, les responsables de la formation envisagent de l'ouvrir à d'autres territoires en Savoie. Il a succédé à Christian Dupessay à la tête d'Annemasse Aglo. Gabriel Doublet est mon invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Il y a une question qui est dans la tête de tous, ce sont les annonces d'Emmanuel Macron ce soir à 20h.
À quoi on peut s'attendre d'après vous? Quel est votre regard sur ce contexte et un éventuel reconfinement, puisque ça semble se profiler? Il semblerait que ça se dessine ainsi, effectivement, un confinement qui ressemblerait à ce qu'on a connu au printemps, mais qui serait un petit peu plus souple, avec notamment, on entend des possibilités que les écoles, les collèges et lycées soient toujours ouverts pour permettre effectivement aux parents de continuer à travailler sans avoir en même temps à avoir la garde des enfants. Donc effectivement, on est tous avec ça en tête depuis quelques jours. On sent bien qu'on est dans une situation qui est grave et qui appelle des réponses fortes, mais on pense aussi à notre économie. On a peur effectivement de mesures qui soient trop dures. Et voilà, 20 heures, ça va être le moment de vérité. Qu'on attend tous. Vous êtes donc le maire de Saint-Cergue et je l'ai dit, le nouveau président d'Annemasse Agglo depuis le mois de juillet. Dans ce contexte qu'on sait compliqué, comment se sont passés vos premiers mois dans ce fauteuil? Alors ça s'est très bien passé puisque tout s'est fait de façon très consensuelle. C'était entre guillemets un petit peu prévu ainsi. On a une habitude de fonctionner de façon très collégiale au niveau de l'agglomération d'Annemasse. Des grands projets ont été réalisés, d'autres grands projets arrivent, mais bien entendu, c'est une prise de fonction un peu particulière avec ce contexte, puisque déjà, voilà, dans le relationnel entre les élus, c'est un peu plus compliqué. On a fait beaucoup de travail par visioconférence. C'est une prise de mandat qui est quand même très particulière, effectivement, pour tous les nouveaux élus qui sont arrivés dans nos collectivités locales. Et puis, ce lien à la population qui nous manque. On n'a plus tous ces événements, ça a été un torrent d'annulations, de festivals, de concerts, de réunions publiques. Et pour les élus que nous sommes, c'est très difficile parce qu'on ne s'engage pas pour ça. On s'engage pour qu'il y ait de la vie, qu'il y ait plus de vie. Et là, on a l'impression, effectivement, depuis quelques mois, de ne faire que d'appuyer sur des interrupteurs. Donc c'est très frustrant et on a hâte, effectivement, de sortir de cette situation. Est-ce que vous allez pouvoir poursuivre le travail sur les différents enjeux de l'agglomération? Il y a notamment la mobilité, les transports, on sait que c'est une grande question. Oui, c'était un sujet majeur du précédent mandat, ça le sera aussi sur le prochain. Le Léman Express est en fonction depuis le 15 décembre dernier. La prolongation du tram d'Annemasse a été aussi inaugurée au mois de décembre dernier, ça fonctionne bien. Il y a eu la voie verte, le bus à haut niveau de service un peu avant. Et on a encore de grands projets. La phase 2 du tram d'Annemasse, puisqu'on n'en avait fait qu'une petite, une partie. Il faut qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'au quartier du Perrier. Donc ça, c'est l'ambition qui vient pour le mandat qui vient. Et puis un autre bus à haut niveau de service également en direction de Bonn et la Via Rona. Voilà, la part belle sera faite aussi aux mobilités douces. On voit qu'elles ont rencontré leur public, qu'il y a une attente très forte et qu'il faut qu'on continue à faire les infrastructures. Lié à ces questions de mobilité, il y a bien sûr l'urbanisme, notamment un projet important, le quartier de l'Étoile, près de la nouvelle gare. Où en est ce chantier? Alors ce projet est en cours, bien entendu. Un des moments clés, c'était de faire de la gare d'Annemasse la nouvelle gare qu'elle est. Elle est aujourd'hui pleinement opérationnelle. Elle est d'ailleurs ouverte des deux côtés. Et elle ouvre sur ce futur quartier, effectivement, qui veut être un écoquartier exemplaire avec du logement, des services et puis une barre qui est mise assez haute effectivement en termes de développement durable, en termes de consommation énergétique, en termes de qualité d'habitat, de forme d'habitat aussi, puisqu'il y aura de l'habitat participatif. Donc on veut en faire un territoire un peu d'expérimentation et puis de démonstration effectivement que dans cette région, on a des moyens sans doute plus qu'ailleurs et qu'il faut précisément en faire quelque chose d'exemplaire. Donc c'est parti, les premiers permis ont été délivrés, les coups de pioche commencent de ci, de là, voilà, c'est de longue haleine sans doute, mais un très beau projet. Dernier sujet très important pour l'agglomération d'Annemasse. Annemasse est étroitement liée à Genève, au territoire. C'est un territoire frontalier. Est-ce que vous allez tenter, alors dans ce contexte, ça peut aussi être compliqué la gestion de cette frontière, mais est-ce que vous tentez de maintenir, voire de renforcer le lien avec nos voisins suisses? Oui, absolument. Effectivement, on a très mal vécu la coupure très nette de la frontière qui est réapparue pendant la période du confinement. Toutes les grandes réalisations dont je vous parlais tout à l'heure, elles n'ont été possibles que parce qu'il y a eu une très forte coopération transfrontalière. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui conteste, y compris du côté genevois, parce qu'il y avait des mouvements populistes, le bien fondé de ce travail qu'on fait ensemble. Donc on arrive dans une période qui est assez favorable, puisque c'est une période de la preuve
hein. On a été beaucoup dans la promesse pendant 10 ans, et là, les choses se concrétisent. Et des deux côtés de la frontière, on voit l'intérêt qu'il y a à travailler ensemble sur les questions de logement, de mobilité, d'emploi aussi, pour rééquilibrer un peu les choses. Et notre destin est forcément commun. Et on a en face de nous, du côté genevois, du côté vaudois, des partenaires qui sont vraiment convaincus de la chose. Ça n'a pas toujours été le cas, je dois le dire. Et là, on a vraiment un peu un alignement de planètes pour aller plus loin et faire mieux. Bon, on espère que les planètes vont rester alignées. Espérons. Merci beaucoup Gabriel Double et on vous souhaite beaucoup de courage dans ce contexte pour Merci. affronter ce qui nous attend. Merci à beaucoup. bientôt. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction et en régie. Dans un instant, vous retrouvez la météo, puis votre émission Panorama. Suite de notre feuilleton consacré cette semaine à la justice au féminin avec Fanette Debuisson. Nous nous retrouverons demain pour un nouveau journal. Passez une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc. À très vite.